Bienvenue au sommet virtuel Indomptable, conversation avec des femmes qui font changer le monde. Ce sommet virtuel rassemble des femmes de tous horizons qui font changer le monde. Visionnaires, passionnées, engagées, elles font changer le monde à travers le choix conscient et aligné avec leurs valeurs, de leur carrière, leur mode de vie, leur spiritualité, voyages et passions. Mon intention avec ce sommet virtuel est de t'inspirer et de te soutenir dans ton propre cheminement, afin que tu prennes conscience de tes potentiels, te connectes avec ton pouvoir et apporte toi aussi la contribution personnelle au changement dont le monde a besoin maintenant. Je m'appelle Vanessa Fourcaudot et j'ai l'immense plaisir de converser aujourd'hui avec Juliane Landrieux autour du sujet « Être toutes les femmes que tu choisis d'être ». Juliane Landrieux, J-A-L comme joie, amour, lumière. Love is life, life is love. La passion et l'amour sont ses guides dans sa vie d'entrepreneur et de femme. Anticonventionnelle, Juliane aime casser les codes et vous montrer que vous pouvez être bien plus que l'on peut vous faire croire. Elle est partie en Australie quand elle avait 21 ans et a y suivi 2 cursus, management hôtelier et développement durable. Devenue ingénieure réseau, Juliane se rend compte que ce métier ne lui convient pas et décide d'aller vers une philosophie où passion, cœur et entrepreneuriat s'entremêlent pour faire un cocktail hétéroclite. Maman philanthrope, une petite fille de presque 5 ans, née grande prématurée à 26 semaines, elle fonde en 2016 l'association Prema Babies qui vient en aide aux parents qui ont des enfants prématurés. Bilingue, elle a également créé une école d'anglais courant et d'anglais professionnel, Lily's Workshops, où elle revisite l'apprentissage de l'anglais. Elle est aussi business and lifestyle mentor et propose des séminaires et ateliers sur des sujets comme la peur, le dépassement de soi et l'entrepreneuriat. Enfin, elle a sa propre rubrique sur la parentalité dans une émission de télé et est en train de programmer sa propre émission. Sa vision pour le monde est celle d'un monde où l'amour est remis au centre, où la définition du succès ne se justifie pas obligatoirement par les possessions matérielles, sans pour autant renier l'énergie de l'argent qui permet, elle aussi, de créer plus et d'être plus impactant pour soi, les autres et le monde. Juliane est convaincue que nous avons tous une lumière en nous. Certains sont de jeunes âmes et ne comprennent pas encore forcément le pouvoir de l'amour et de l'énergie. Mais elle croit fièrement que le monde connaît un shift et qu'il est bon de contribuer à ce changement, de bousculer les croyances et de casser les codes, de parler des tabous. Bonjour Juliane, bienvenue. Bonjour Vanessa, merci beaucoup. Je suis assez impressionnée par ton parcours et par tout ce que tu as entrepris. Ouais, et en fait, c'est marrant parce que tu le lis et ça me remue beaucoup d'émotions. Ah, des Ouais, ouais. émotions. Non, de se dire, waouh, tout ce qui a été possible d'accomplir en fait en 5 ans, En même 5 pas ans. 3 ans. Waouh. Ouais, 5 ans et ça fait 3 ans que j'ai ouvert Prima Babies et que j'ai monté ma boîte. Voilà, donc waouh, ouais. Et donc, est-ce qu'on peut dire que Gros c'est la chemin, ouais. naissance de ta fille en fait qui t'a. Alors ouais, ça m'a propulsée, on va dire. C'est marrant parce que c'est toujours quelque chose que je m'étais dit que j'étais capable de faire. Mais quand j'avais 24 ans, disons que je le voyais comme une éventualité, comme une possibilité, mais pas forcément comme quelque chose que j'allais vraiment faire. Et c'est vrai que je dirais pas que ça a été un cheminement parce que c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt des étapes clés qui ont marqué en fait des périodes de ma vie. Et j'aime bien en fait dire les premiers jours du reste de ma vie, parce que j'en ai eu plein des premiers jours du reste de ma vie, et finalement qui ont shape, je sais pas trop dire ça, qui ont façonné en fait la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Hmm. Et ça c'est quand même ouais, le fait de t'entendre lire comme ça sur ma vie, ça ouais, ça me fait pas rien quoi, ça me touche beaucoup et je me dis waouh, Ouais, mais impressionnant. y a de quoi vraiment être impressionnée. Enfin, moi, je suis impressionnée et je me sens super inspirée de me dire ah ouais, waouh, tout ce qu'on est capable de réaliser en fait et de mener plusieurs Ouais. choses de front et de vraiment dire bah voilà, ça c'est mes valeurs, ça c'est ce qui compte pour moi et je mets en place autour de moi dans ma vie ce qui Ça, résonne avec ça. c'est ça. Ce qui résonne, ce qui vibre, voilà, comme tu disais, les choses qui me permettent de remplir chaque aspect de la femme que je suis. Parce que pour moi, et comme dit une de mes mentors, on est femme, donc on est pluriel. Et je trouve que ça, on l'oublie tellement, on se réfugie dans des rôles parce que c'est notre zone de confort. Moi, je sais que d'être maman, par exemple,
c'est ma grosse zone de confort. Dès que j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie, que ce soit, je ne sais pas moi, on va dire pécunier, sentimental ou, je ne sais pas, une relation avec quelqu'un de proche à moi ou des soucis que j'ai. Ouais, mon rôle de maman, c'est mon rôle zone de confort. Et je m'y sens très, très bien. Et j'en ai aussi besoin pour pouvoir donner un peu de boost aussi à tout le reste. Donc, c'est vrai que je puise énormément dans ma fille et dans l'amour que j'ai pour elle et qu'elle me renvoie aussi. Et pour moi, c'est une des bases, en fait, de création de tout ce que je fais. Si je l'avais pas elle, ouais, je sais pas, je pourrais pas le dire, vu que de toute façon, je l'ai. Donc voilà. J'adore c'est une super vision de se dire qu'on a des rôles refuges. Et donc ça peut être Ouais, maman, mais ça peut ouais. être en fait peu importe quel rôle pour chaque femme en fait, chacune dans les différents rôles qu'on a pour identifier quel est notre rôle de refuge. J'avais Ben, jamais, j'avais jamais je vois pensé. beaucoup. Et... beaucoup. Ouais, ouais. Et en fait, je vois beaucoup, comme donc du coup, je suis mentor et je m'occupe de beaucoup de femmes. Et aussi au sein de l'association, voilà, je m'occupe de beaucoup de mamans. Et c'est vrai que je vois toujours quelque chose. Je vois aussi beaucoup de femmes qui se réfugient dans leur rôle de salarié. Donc, ce qu'elles ont comme rôle dans une certaine entreprise. Parce que c'est comme si elles fuient leur vie personnelle aussi. Peut-être qu'à la maison, ça se passe mal. Peut-être qu'elles n'arrivent plus à avoir le contrôle dans leur vie personnelle. Et du coup, elles ont le contrôle sur leur vie professionnelle. Mais c'est un petit peu à double tranchant aussi, parce qu'on perd aussi du féminin sacré et on rentre dans une espèce d'autorité patriarcale, dans une espèce de moule dans notre société patriarcale. Et je trouve que la femme n'a pas de réelle place pour s'épanouir là-dedans. Et c'est aussi un rôle refuge. Après, ce que je comprends très bien, parce qu'on a toutes besoin d'un rôle refuge, en fait. Et c'est juste de trouver, en fait, c'est quoi le sien et de ne pas rester là-dedans. Parce que c'est un rôle qui peut aussi enfermer. Et je me souviens quand j'ai eu ma fille, donc ma fille est née grande prématurée, et c'est vrai que pendant 13 mois, donc pendant les premiers 13 mois de sa vie, on compte 3 mois sur ces 13-là où elle était à l'hôpital, parce que du coup j'ai accouché à 5 mois et 3 semaines, je n'étais même pas à 6 mois de grossesse encore. C'est vrai que là, ça a été un rôle où limite je m'enfermais là-dedans parce que j'étais en mode surprotection de mon enfant, vu ce que j'avais vécu qui était très traumatisant. Et du coup, j'ai énormément laissé le reste des gens qui m'entouraient, et notamment le père de ma fille, un peu sur le côté, quoi. Donc, c'est vrai que c'était, à cette époque-là, c'était plus le rôle refuge destructeur, alors que là, c'est le rôle refuge, tu vois, moteur qui te pousse vers le haut, qui te donne envie d'aller de l'avant. Et puis, je suis maman d'une petite fille. Donc, c'est très, très important pour moi, en fait, qu'elle sache que c'est possible d'être tout ça. C'est pas facile, elle le sait, voilà. Elle le sait très bien. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je suis fatiguée, donc je suis en colère ou des choses comme ça. Mais le fait de pouvoir verbaliser ça avec elle, de lui expliquer, de mettre des mots sur mes émotions pour qu'elle soit plus à même de mettre des mots sur les siennes, c'est très important. C'est très important pour moi. D'être une femme, une maman et d'avoir une petite fille à élever et à accompagner dans la vie. Ouais, c'est vraiment un énorme moteur créatif. Mmh. Et donc, moi, j'ai envie de te poser la question, comment as-tu appris à changer ta perception sur tout ce qui t'arrive? Ce qui t'est arrivé, la naissance de ta Ouais. fille, ton changement de métier? Oui, parce que du coup, les 5 dernières années, si on parle en termes de moments clés, il y a eu donc la naissance prématurée de ma fille, donc à 6 mois pratiquement 6 mois de grossesse. Il y a eu son hospitalisation pendant les 3 mois après ça, donc où moi, en plus, j'ai eu un accouchement très compliqué. Ils m'ont fait un rachianesthésie. 2 jours après, j'ai eu une péridurale à faire parce qu'ils m'ont fait un blood patch parce que j'avais le liquide céphalorachidien qui s'écoulait. Donc, je ne pouvais pas me mettre debout. Je pouvais à peine voir ma fille. Enfin, j'ai pris 2 jours avant de voir ma fille. Donc, c'était vraiment ouais, c'était un événement marquant pour moi. Et 13 mois, en fait, après ça, je suis retombée enceinte, mais je n'ai pas pu garder mon enfant. Je n'ai pas pu garder ma deuxième fille parce que c'était beaucoup, beaucoup trop risqué pour les médecins. Et ils m'ont clairement dit que là, ça allait pas être possible, que ça allait être très difficile de garder cet enfant. En fait, ils m'ont dit en gros qu'il faut, normalement, avec tout ce que j'ai vécu moi et mon accouchement et mon risque de prématurité, que je ne pouvais pas en fait retomber enceinte qu'après 24 mois. Donc il fallait que ma fille ait 24 mois
avant que je puisse retomber enceinte. Donc ça, c'était vraiment un des critères primordiaux. Et ils m'ont dit que oui, bah voilà, qu'en gros, bah, ça va être compliqué de garder cet enfant parce que mon utérus peut rompre à n'importe quel moment. Et je peux non seulement perdre mon enfant, et moi faire une hémorragie interne qui pourrait être fatale. Donc, c'était une décision. Je crois que ça a été la décision la plus dure de ma vie. Parce que j'étais atteinte d'une endométriose aiguë quand j'avais 25 ans. On m'a diagnostiquée avec une endométriose aiguë. Et le fait que je tombe enceinte quand même une fois, c'était assez miraculeux. Et en plus, une deuxième fois, et que je doive la laisser. Que je doive la laisser, ça a été vraiment très compliqué. Bah, tu vois, ça fait 3 ans et demi. Et même au bout de 3 ans et demi, il y a toujours autant d'émotions qui ressortent de ça. Parce que c'est un enfant qui me manquera toute ma vie et que je célèbre, par contre. Donc, il y a eu ça. Et puis, 6 mois après ça, il y a eu la séparation avec le père de mes 2 enfants. Séparation qui a duré 7 mois. Donc, c'était horrible. Avec des pics de haut, mais des pics de bas, mais tellement bas que les pics de haut, on les voyait à peine au final. Et c'est vrai que lors de ma séparation, j'ai fait un travail sur moi. C'est-à-dire que j'ai appris à ne pas prendre les choses personnellement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont familiers avec les 4 accords Toltec. Ça, c'est le 2e accord, donc pas prendre les choses personnellement. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se remet tellement en question. Surtout en tant que femme, je trouve qu'on a énormément de manque de confiance en nous. On doute tout le temps de nous. On est vraiment dans cette phase où on se dit mais non, je vais pas y arriver, ou non, je suis trop nulle, ouais, mais je sais pas faire ça, ouais, mais tout mon entourage me dit que je suis pas capable, tu vois. Enfin, voilà. Donc il y a énormément de paramètres qui font qu'on se sent pas à la hauteur au final. Et j'ai pris sur moi et j'ai passé mon premier niveau de Reiki. Donc ça, c'était 2 mois avant notre séparation. J'ai passé mon diplôme de praticienne Access Bars aussi. Donc voilà, pour celles qui connaissent. Donc j'ai commencé à vraiment travailler sur moi, à prendre du recul et à recommencer à prendre soin de mon corps parce que je m'étais fait énormément de mal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse qui étaient plus là en fait depuis l'Australie et du coup là qui était revenue à me déplacer des côtes, enfin tellement violente en fait dans l'espace mais dans les trucs que j'ai eu, que j'ai réussi à me déplacer des côtes 4 fois, qu'au bout d'un moment mon ostéopathe qui est aussi mon ami m'a dit non mais là il faut faire un truc parce que c'est même plus juste ton corps qui est atteint, c'est ton mental, c'est ton émotionnel, c'est ton corps astral, c'est ton corps physique, c'est tout est en vrac, tout est en bordel et tout est cassé. Donc à un moment donné il faut prendre une décision. Et il faut se dire, OK, j'y vais. Et il m'est arrivé quelque chose. En août, je me lève un matin et en fait, je ne vois plus rien. Et ouais, je vois plus rien du tout. Donc, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, déjà, la première chose, c'est j'ai peur. Parce que je me dis, en plus, je suis myope comme une taupe. Donc, je me dis, merde, ça y est, c'est fini. Enfin, mince, ça y est, c'est fini. Je suis, c'est bon, je vois plus, c'est fini. Bon, bien sûr, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère, je lui dis, bon, là, ça va pas du tout. Et pendant que je suis en train de lui parler, peut-être les 30 premières secondes où je lui parle, je me dis, non, mais Julie, c'est quoi que tu veux pas voir en fait? Et tout de suite, j'ai la réponse. J'ai cette réponse qui me dit non, mais en fait, lui, il t'aime plus et depuis longtemps. Et toi, tu es juste en train de ramer pour en fait que quelque chose renaisse alors que tu es toute seule à le faire renaître et que normalement, on est censé être 2. Et là, en fait, je me dis, du coup, voilà, donc je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais des ulcères dans les yeux. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, j'ai eu des ulcères dans les yeux. Ils m'ont dit que je ne pourrais plus jamais porter de lentilles. Ils m'ont dit que ça prendrait environ 6 mois pour se résorber. Ils m'ont dit plein de choses. Sauf que moi, j'ai fait ma réalisation en fait en même pas 2 jours. Donc, j'ai rompu définitivement cette fois-là avec le père de mes enfants. Et j'ai eu un espèce de sentiment de liberté immense. Et tu vois, à ce moment-là, je pense que c'était vraiment décisif parce que c'est là où j'ai commencé à m'analyser et à m'observer. Et ça, pour moi, aujourd'hui, changer sa perception passe par s'observer. C'est-à-dire accueillir les émotions qu'on a, observer tout ce qui se passe autour de nous, mais sans jugement. Sans se dire « Oh, je ressens ça, donc oh, je suis nulle » ou « Oh, lui, il m'a fait ça, donc non, je ne suis pas adéquate » ou « Oh, je doute de moi tout le temps, etc. » Pour moi, le doute aujourd'hui, c'est un moteur qui va me permettre de me réaligner, de me réajuster. C'est plus quelque chose qui me freine. Et
Donc, le moment de mes ulcères, finalement, du coup, j'ai fait du Reiki sur mes yeux, j'ai pris des médicaments qu'ils m'ont donnés parce que c'est quand même grave ce que j'avais. Ça a pris 10 jours avant que je retrouve ma vue, alors qu'ils m'avaient dit 3 mois. Et en 1 mois, j'avais pratiquement plus rien, alors qu'ils m'avaient dit que ça prendrait au moins 6 mois pour se résorber. Donc ça a été une deuxième révélation, si je puis dire, c'est que mon corps réagit à mes émotions. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, eh ben, mon corps, lui, va réagir. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas des trucs aussi violents que des ulcères, mais tout de suite, si j'ai quelque chose qui arrive dans ma vie avec lequel je ne suis pas alignée ou une personne que je rencontre qui ne me correspond pas, qui ne correspond pas à mes valeurs, et bah, tout de suite, il va m'arriver quelque chose. Ça peut être genre, je vais me cogner le genou dans un banc. Ça peut être, voilà. Généralement, quand par exemple, je suis fatiguée, j'ai des signes comme ça. Je vais me cogner partout, je vais me faire un peu mal. Enfin, voilà, je ne vais pas faire forcément très attention. Pour moi, ça, c'est un signe que, OK, il faut que je me repose. Comme je suis super hyperactive et que je fais 3000 trucs en même temps, j'oublie parfois de me reposer. Voilà. Mais oui, bah voilà. Non, mais je pense qu'on est vraiment toutes dans ce truc-là où on se dit, attends, c'est quand la dernière fois que j'ai pris une journée en fait pour moi? Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je travaille énormément, mais j'ai beaucoup plus de temps de quality time en fait. J'ai beaucoup plus de temps pour moi parce que j'ai appris à organiser mon emploi du temps pour avoir du temps pour moi et pour avoir du temps pour ma fille. Parce que ça, au final, ce sont mes essentiels, c'est d'avoir du temps pour les gens qu'on aime. Et oui, j'aime tout le monde. Mon gros défaut de vie, peut-être une grosse force, c'est que j'aime tout le monde et que j'aime aider les autres et j'aime passer du temps avec les gens et j'aime leur poser des questions et j'aime crever l'abcès aussi chez des gens qui sont un peu comme moi, qui ont cette vulnérabilité-là, mais qui ne la montrent pas à tout le monde parce que c'est pas évident de montrer qu'on est vulnérable à tout le monde. Alors, on peut montrer les échecs qu'on a eus, les leçons qu'on a retirées de ça. On peut montrer aussi nos moments, on peut pleurer aussi devant une audience, hein, comme je l'ai fait d'ailleurs dans ma dernière conférence. Voilà. Mais vraiment, quand ça rentre dans ma sphère personnelle à moi, c'est très difficile de montrer sa vulnérabilité. Et c'est là où moi, j'aime vraiment poser les questions qui vont là-dedans parce que je pense parce que je suis comme ça et que je sais exactement en fait quoi poser. Et ça, c'est vraiment un super pouvoir que j'ai, c'est d'être capable de voir la personne dans son entièreté parce que j'ai appris à travers toutes ces expériences à moi, me connaître moi de plus en plus. Et on va passer une vie à faire ça. Ça, c'est un fait. Donc, je pense que voilà, la clé pour changer sa perception, c'est déjà de changer d'axe de vision. Et j'ai écrit quelque chose d'ailleurs il y a 2 jours et je me disais, il y a toujours 4 grands axes sur lesquels on peut regarder une situation ou une personne. C'est en face, derrière, vers le bas et sur le côté. Donc, en face pour savoir notre chemin, en bas pour n'écraser personne sur notre route. Et j'ai rajouté aussi que on ne retire aucun succès et aucun accomplissement à rabaisser ou humilier quelqu'un pour avancer vers nous, notre propre réalisation. Derrière, pour se rappeler des leçons du passé. Et sur le côté, pour savoir avec qui on a envie de grandir. Voilà. Waouh, ça me plaît. Je peux en parler pendant 3 jours, hein, si tu veux. Ah bah écoute, si tu as envie d'approfondir, tu es la bienvenue. Sinon, j'avais un peu d'autres questions. Oui, non, on va faire les autres questions parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je viens de faire une conférence sur la peur, justement. Et on a fait notre premier workshop aussi, du coup, et si on arrêtait d'avoir peur? Et on a eu beaucoup de participants. Bon, on fait des petits groupes de 10 à 12 personnes maximum parce que c'est un sujet qui est très prenant, mais même pour moi, enfin moi, à la fin de la journée, à 18h, je regarde mon collaborateur, je lui dis mais moi, je ne sais pas toi, mais moi, je suis rincée. Là, j'ai juste besoin de prendre un bain, voilà, écouler toutes ces émotions, les miennes aussi qui sont arrivées, mais quel sentiment de plénitude en fait et d'accomplissement de soi et d'accomplissement pour les autres. C'est vraiment tout ça, c'est trop beau. Ça fait comme une espèce de grosse bulle pleine d'amour et limite, si on pouvait vraiment mettre ça tout autour de la Terre, ce serait encore mieux. Et du coup, super. Du coup, tu me fournis la belle transition pour la prochaine question, qui serait comment génères-tu de l'assurance? Comment génères-tu de l'assurance? Ton Alors, ça, assurance. c'est mon assurance. Alors, c'est pas quelque chose qui vient de manière innée, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Je pense que l'assurance, c'est une attitude, comme l'élégance, comme l'intelligence, comme le bonheur.
Je pense que c'est une attitude et c'est un choix. Et je pense qu'on choisit. Alors, je ne vais pas te dire que j'ai pas des papillons dans le ventre ou j'ai pas mon dos qui transpire par moment. Mais en fait, je pense toujours à après. À chaque fois que je fais quelque chose de nouveau et je me mets toujours dans des zones d'inconfort parce que pour moi, une zone d'inconfort, c'est la zone où on apprend et et on va. Tu sais, je ne sais pas si tu connais le schéma zone de confort, zone d'apprentissage, zone de réalisation. Et en fait, pour moi, ce schéma, il résume vraiment tout. Et on revient à chaque fois à la case départ, c'est-à-dire on revient toujours dans une zone de confort. Une fois qu'on a assimilé quelque chose, qu'on l'a vécu, qu'on l'a confronté, on revient toujours dans une zone de confort. Donc, on se donne des nouveaux challenges, des nouvelles choses à accomplir, des nouveaux objectifs. Et c'est là où on peut trouver la clé de l'assurance. C'est en se confrontant à des choses qu'on sait qu'on est, mais qu'on a peur d'être, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de soi. Et moi, ça, c'est ma plus grande peur, de ne pas pouvoir être libre d'être moi et de ne pas pouvoir être à la hauteur de moi-même. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais plein de nouvelles choses en fait qui vont me mettre dans des zones d'inconfort parce qu'en fait, je sais qu'après ça, je vais tellement sortir grandie, je vais tellement sortir remplie et je sais que je vais sortir avec encore plus de confiance en moi ou encore plus de profondeur et de connaissances. Et ben pour moi, ça, c'est là la richesse. Et je suis tellement curieuse de voir ce qu'il y a de l'autre côté que pour moi, avoir de l'assurance, c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et j'ai envie d'aller voir ça derrière. Donc, je vais faire en sorte d'être ce que je peux être. Il ne faut pas forcément se mettre la pression, mais on va être ce qu'on peut être là au moment T pour devenir ce qu'on est juste derrière ça. Et là c'est vraiment, là, c'est le champ des possibles, je trouve. Voilà. Et tu disais que donc, te mettre dans cette zone d'inconfort, ça te fait grandir. Mais quand tu te mets dans cette zone d'inconfort et en fait, ce que tu vis, c'est pas forcément ce que tu pensais vivre ou ça répond pas à tes attentes ou tu te considères comme un échec, par Ouais, exemple. Enfin, ouais. comment tu gères? La frustration, au final. Oui, ou le fait de sentir que t'as pas peut-être, enfin, je sais pas, hein, c'est de te dire que j'aurais voulu que ça se passe comme ça et en fait, ça s'est passé comme ça et c'est pas ce que je voulais, quoi. Parce que peut-être j'ai vu trop grand, parce que peut-être que j'ai vu trop Alors, loin. ouais. Alors, c'est une super bonne question, mais en fait, je pense que la clé dans ce genre de situation, c'est justement d'y aller sans attente. Tu sais, et ça revient au point principal qui est s'observer au final. Si tu t'observes et que tu sais que tu y vas et qu'il y ait 2 personnes ou 200 personnes, à la fin, je me donnerai à 150 000 %. Parce que ces 2 personnes-là, eh ben, je peux changer leur vie, elles peuvent changer la mienne. Je ne sais pas, ça peut être n'importe qui dans le public qu'on a, ça peut être n'importe qui qu'on reçoit chez nous, ça peut être n'importe qui qu'on rencontre avec qui on a une relation amicale ou amoureuse. Finalement, pourquoi se donner à demi-mesure dans quelque chose qui est risqué? Mais la vie, elle est risquée. Le propre de la vie, c'est le risque. Donc, pour moi, ça devient inconcevable dans mon esprit aujourd'hui, comment je suis, hein, mon esprit d'entrepreneur et de la femme que je suis aujourd'hui. C'est inconcevable pour moi de me dire non, je ne vais pas risquer ça parce que peut-être que ça ne va pas fonctionner. Non, mais alors le peut-être, il est là, ta réponse, elle est là-dedans. Peut-être que ça ne va pas fonctionner. Ah ouais, et le peut-être ça va fonctionner, il est où en fait? Et finalement, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé propre à la culture française, c'est qu'on a énormément de mal à se dire c'est pas grave si j'échoue parce que de mon échec, je vais apprendre et je vais pouvoir faire mieux après. Parce qu'un échec, c'est pas là pour te dire oui, je vais arrêter. Non, tu n'as pas réussi ça, mais qui te dit que tu ne vas pas réussir si tu le fais différemment? Et il y a une phrase d'Einstein qui est très très connue, que tout le monde connaît, qui dit la folie, c'est de répéter la même chose tout le temps de la même façon et d'attendre de nouveaux résultats. Il y a un moment donné, on apprend de ses erreurs et on ajuste quelque chose. Et ça peut être juste un tout petit élément à ajuster. Peut-être le lieu de notre événement qu'on a choisi qui n'était pas bon, bah peut-être dans un autre lieu, ça se serait passé. Peut-être le mois où on l'a choisi, c'était pas bon, bah alors le mois prochain, ce sera peut-être mieux. Peut-être l'horaire, je sais pas, ça peut être des toutes petites choses comme ça, ou peut-être la manière de communiquer. Et ça peut vraiment être quelque chose de tout petit qui a besoin d'être ajusté. Et là encore, je trouve que la part d'observateur, elle est très importante à travailler. Je pense que le premier outil qu'on doit apprendre à faire, et que j'apprends par exemple aux enfants avec qui je travaille ou à ma fille, c'est apprendre à observer ses émotions. Et moi, ma fille, par exemple, il y a 2 jours, elle a fait une crise de colère.
Et je me suis retirée de la situation parce que j'étais fatiguée et que, bon, voilà, on essaye de maintenir l'éducation positive et bienveillante. Ah, mais comme tous les mamans, surtout maman solo, c'est pas forcément évident de maintenir ça. Donc, des fois, il y a des petites claques qui partent. On n'est pas très fiers, mais bon, voilà. Et ma fille qui vient me voir au bout de 2 minutes, du coup, je lui ai laissé de l'espace pour s'exprimer. Et du coup, moi, je suis partie. Elle est venue me voir, elle m'a dit, je veux un câlin. Et elle était en colère encore, hein. Mais je lui ai dit, ah bon, tu veux un câlin maintenant? Alors, ok, bah, elle me dit, bah oui, parce que dans mon livre des émotions, ils ont dit qu'il faut un câlin quand on est en colère. Donc voilà. Donc je me dis, si ma fille a 5 ans, elle est capable de le faire, même avec son cerveau qui n'a pas encore toutes ses connexions neurologiques connectées, alors nous, en tant qu'adultes, on doit vraiment apprendre à s'occuper de soi, sans rentrer dans le narcissisme, sans rentrer dans l'ego démesuré, parce que pour moi, il y a l'ego positif et l'ego négatif, mais surtout en mettant en avant ta valeur et en sachant ce que tu vaux, c'est là que tu vas pouvoir vraiment t'accomplir et justement apprendre à t'observer et apprendre à lâcher prise, que ce soit sur des choses extérieures qui t'arrivent ou sur des choses intérieures qui se manifestent, des doutes, des peurs, des questionnements. Voilà. J'adore. J'adore et j'adhère. Et du coup, comme tu nous parlais de ta fille, j'avais envie de te demander comment tu as fait en fait pour surmonter la prématurité de et toutes les complications en fait que ça peut impliquer dans une vie, ton avortement médical et arriver à ne plus te fier en fait au regard des autres. Ouais, c'est une bonne question ça. Mais en fait, d'en parler. Bon, après, j'ai créé Préma Babies, donc qui est l'association que j'ai montée pour les enfants prématurés et pour venir en soutien aux familles. Ça a été ma grosse thérapie. Donc, j'aime bien dire que je suis une alchimiste qui se transforme le plomb en or, mais c'est vraiment ça en fait. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de grave comme ça ou de traumatisant ou qui prend énormément de mon énergie et qui finalement, avec mon avortement, qui enlève une partie de moi, qui ne se manifestera pas dans la matière, qui existe parce qu'elle est là et je la ressens et elle est tout le temps avec moi, ma fille. Euh, mais vraiment de pouvoir célébrer la vie. Ça, c'est mon... Tu vois, et c'est marrant parce que quand je te dis ça, je ressens vraiment l'énergie me traverser et ça, c'est ça ma vérité en fait. C'est chaque chose qui nous arrive dans la vie, qui sont difficiles, qui sont dures, qui sont traumatisantes, on peut et on a le pouvoir de les transformer en quelque chose qui va nous permettre de guérir. Et on peut le faire de nous-mêmes. Et on peut le faire avec les autres. Et on peut le faire en nous-mêmes et avec les autres. C'est possible. Et je pense que c'est là où le cheminement il est important, c'est de commencer d'abord par soi et ensuite d'aller vers les autres. Et c'est ce que j'ai fait moi, c'est déjà de me dire, ok, j'accepte que je culpabilise, j'accepte que oui, quand je vois une femme enceinte, j'ai du mal parce que ça me fait pleurer, parce que j'ai jamais eu de vraie grossesse, de grossesse qui à terme, qui dure tout le temps. Et voilà, j'ai eu 2 grossesses qui se sont terminées brutalement. Donc, dans ma vie de femme, c'est sûr que ça laisse pas indifférente et ça me laisse des grosses séquelles aussi. Mais en termes émotionnels, à la limite, je te dirais que je suis fière et que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu tout ça parce que ça m'a permis de m'accomplir. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je ressens énormément de gratitude. Et la gratitude aussi, je trouve que c'est très important aussi. Pour pas rester dans des schémas qui sont destructeurs, c'est de se rappeler que tous les jours, on a la chance d'être vivant et que moi, je compte bien célébrer la vie. Et justement parce que j'ai perdu une de mes filles, je vais encore plus célébrer la vie. Rien que ce serait que pour elle, en fait, je le ferai comme ça. Et je ne changerai rien à qui je suis. Et c'est pour ça que j'ai toujours le smile, même quand je pleure. Voilà. Voilà. Mais d'en parler, je trouve que c'est très, très important. Et ça a été vraiment une grosse thérapie pour moi. En parler. C'est pas évident. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre le mot avortement. Mais moi, je le dis parce que j'ai de la chance d'avoir la personnalité que j'ai et de ne pas avoir peur. Et que même aujourd'hui, même si les gens vont me juger, je t'avoue que vraiment, je pense que j'ai des gens très bienveillants autour de moi. J'ai eu une seule personne une fois qui a fait un grand post comme ça c'était une grosse communauté de femmes internationales sur Facebook. Et justement, c'était le jour où je parlais de ça et il y a une sur 50 qui m'ont un peu attaquée en me disant oui, que j'avais tué mon enfant, etc. Mais c'était la seule.
Et en 3 ans et demi, c'est une personne sur 500 qui m'a fait une réflexion comme ça. Et c'est sa vérité. Et en même temps, je la comprends pourquoi elle le pense comme ça, parce que moi aussi, je l'ai un peu ressenti comme ça à un moment donné. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'était ma vie, la sienne, ou nous deux. Et voilà, c'était une décision à prendre. Mais ça reste toujours c'est jamais une décision facile à prendre. Ça reste un trauma et de pouvoir en parler et justement de ne plus en faire un sujet tabou, ça libère. Ça donne du empowerment. Voilà. C'est vrai que quand tu en parles, même quand tu parles de ta grossesse et de tout ce qui t'est arrivé, quoi, moi, ce que je perçois, c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui a transformé et puis tu n'es pas du tout dans le jugement, quoi. Ça aussi, c'est Non, d'en non. parler et tu vois, que tu sois capable d'accueillir la position, entre guillemets, opposée à la tienne, ça montre quand même une grande maturité et une grande… Ça, voilà, ouais. Mais ça revient un peu au deuxième accord Toltec, hein, à chaque fois qu'il te dit ne prends pas personnellement. Et le truc, c'est que ça, je pense que c'est la deuxième clé. La première clé, c'est vraiment de s'observer. Et puis la deuxième clé, c'est d'observer l'autre aussi. Parce que finalement, cette personne, elle réagit comme ça parce qu'elle-même, elle a sûrement eu des blessures. Et elle-même, elle a peut-être des croyances. Et comme je disais aussi, c'est une jeune âme. Et les jeunes âmes, elles sont là pour apprendre aussi sur la Terre ce qu'elles ont besoin d'apprendre et justement de grandir à travers ces jugements qu'elles peuvent porter sur les autres et sur elles-mêmes. Et dans une prochaine vie, peut-être, elles apprendront c'est quoi l'amour ou comment être une lumière pour les autres ou je ne sais pas, ce sera quoi sa mission de vie. Mais pour moi, c'est important aussi de ne pas juger ces personnes dites négatives ou toxiques. Parce que finalement, moi, elles me font grandir, ces personnes-là aussi. Parce que je me dis, je vais peut-être pouvoir pas te convaincre et je ne perds plus jamais aussi d'énergie aujourd'hui à convaincre quelqu'un que ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est pas bien. Je suis juste dans faire et être. Et c'est tout. Et peut-être ça c'est une troisième clé aussi. Être dans être et après faire ce que tu es. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là en soi, mais ça je vous laisse le faire pour vous-même. Oui, déjà trouver qui on est. Bah, c'est un grand voyage, je trouve, et je trouve que c'est quelque chose qui, tu sais, aujourd'hui, souvent je dis, ouais, je sais qui je suis. Mais je sais qui je suis dans ma base, mais cette base-là, elle grandit, elle évolue, elle s'étoffe. Je focalise plus sur mes qualités aujourd'hui que sur mes points à améliorer. Par exemple, je ne dis plus le mot défaut. Ça aussi, c'est un truc très important et que j'apprends à faire dans mes séminaires et dans les workshops. C'est changer la façon dont on utilise les mots. Par exemple, je posais la question, un truc bête, mais je posais la question, si on devait remplacer j'aimerais ou j'espère par quelque chose de plus positif, parce que finalement, ça, ce sont des conditionnels, on remplacerait par je vais ou je fais. Des choses très simples à mettre en place. Donc, défaut, point à améliorer. Voilà. Donc, c'est sûr que le langage, c'est jamais par hasard qu'on utilise tel ou tel mot et ça traduit aussi notre conception du monde et notre vision. C'est ça. Les mots qu'on utilise, d'ailleurs, le Dalai Lama, il disait quelque chose comme ça, les mots qu'on utilise ont un impact sur le monde. Donc, choisissez vos mots avec précision pour ne pas qu'ils créent d'autres mots, MAUX, chez les autres. Faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Et du coup, je pense qu'on l'a déjà un petit peu abordé, mais j'avais quand même encore envie de te poser cette question. Donc, tu fais beaucoup de conférences, beaucoup de workshops, même là, l'interview qu'on fait. Ouais. Comment as-tu fait pour apprendre à ne plus avoir peur de parler en public? J'imagine que c'est un C'est marrant. processus. Ouais, bien sûr, il y a un processus. Alors, le processus, il a commencé il y a 1 an et demi. C'est tout. En fait, par rapport aux émissions télé, etc., je me dis, la première fois où j'ai été invitée sur un plateau télé pour le JT, donc c'était pour passer pour 7 minutes pour parler de mon association, c'était en mai 2018. Donc, on est en août 2019 et aujourd'hui, j'ai ma propre émission télé que je co-anime. Donc, bon, voilà quoi. Du coup, on repart un petit peu à ce que je disais par rapport aux zones de confort et comment se dépasser, comment trouver en assurance, etc. C'est ça en fait, c'est de se confronter à des choses comme ça qui nous font peur, mais tout le temps. C'est comme là, par exemple, je suis le mentor de 6 personnes et c'est pratiquement que des femmes. J'ai un homme. Et c'est vrai que le dénominateur commun aux femmes, c'est j'ai peur de faire des vidéos et de montrer ma tête et parce que, oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais être. Mais
on s'en fiche de ta tête. Tu es jolie comme tu es de toute façon, sois toi-même. Non, mais c'est vrai, on s'en fiche. Du moment que tu parles avec passion de ce que tu fais et que tu as vraiment envie, mais c'est ça ton plus bel appareil. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus, juste d'être toi-même. Et c'est OK. Je fais mes conférences pieds nus. Est-ce que tu vois un petit peu à quel point je pousse l'extrême? Je fais toutes mes conférences et tous mes workshops pieds nus parce que j'ai besoin d'être connectée au sol en fait pour pouvoir être plus ouverte dans mon chakra coronal et pour pouvoir donner plus de moi-même et pour pouvoir donner des vrais outils et toute mon énergie et tout mon amour aux personnes qui participent. Parce que j'en ai énormément d'amour et j'ai vraiment envie de déverser ça en fait sur les gens parce que il y en a qui en manquent cruellement et je me dis c'est tellement l'énergie de base fondamentale universelle et tout ce que tu veux que oui, prends. Tu veux de l'énergie, tu veux de l'amour, viens me voir, je te donne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais du coup, oui, de toujours se confronter à des choses qui nous font peur jusqu'à ce qu'elles deviennent une zone de confort. Et de répéter l'exercice. Répéter, répéter, répéter. Tu sais, j'enseigne l'anglais. Et un des composants principaux de ma méthodologie, c'est la répétition et l'exagération. Alors, c'est exactement pareil dans la vie. Il faut répéter et parfois aussi exagérer. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup en anglais qui dit fake it until you make it. Et qui en gros, voilà, et qui en gros te dit, bah, jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec être comme ça, bah, fais semblant que tu sais déjà faire en fait. Voilà, fais semblant et il y aura un jour, bah, tu feras plus semblant parce que ça fera partie de toi et c'est un exercice d'entraînement. C'est vraiment ça, c'est un gros exercice d'entraînement pour soi. Voilà, refaire et refaire au fur et à mesure. Et il y a un jour, je vous promets, ça devient facile, mais vraiment. Et même c'est toi qui vas créer ton contenu, c'est toi qui vas créer ta propre émission de télé, par exemple. Voilà. C'est vrai. Et ça peut aller très vite. C'est pas obligé de prendre 10 ans. Non, pour ni d'avoir 45 000 diplômes. Quoi. Ah, surtout pas. Waouh, ouh là là, ne commence pas là-dessus parce que les femmes qui me disent oui, j'ai une formation en ci, en ça, en ci, en ça, en ci, en ça, et puis un CV comme ça. Et puis au bout d'un moment, je leur dis oui, mais en fait, concrètement, tu fais quoi? Ben, en fait, justement, ben voilà, je sais pas trop. Ah, d'accord, ok. Non, choisis 3 trucs au début. Si tu veux faire plein de choses, moi, je vais jamais te dire, vu tout ce que je fais, je vais jamais te dire, ne fais pas tout ce que tu as envie de faire. Mais il faut compartimenter et fais un développement chronologique. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui et tout ce que tu peux remettre à demain, tu fais demain. Parce qu'il y a des priorités en fait. Il y a des choses qui ont besoin d'être faites aujourd'hui. Et par exemple, j'ai un séminaire dans 2 mois. Est-ce que j'ai besoin de bosser sur mon séminaire là tout de suite? Non. J'aurais besoin de bosser sur mon séminaire le mois prochain. Donc, tout ce que j'ai à faire là ce mois-ci, c'est pour les objectifs que j'ai pour ce mois-ci et le mois prochain. Pas le mois d'octobre ni le mois de novembre. Voilà. Ça aussi, c'est une perception à prendre, à te dire que non, je n'ai pas obligé d'être sur mes 3000 projets en même temps. On peut l'être en même temps en compartimentant son emploi du temps, en faisant par section, par projet. Une petite action par jour, c'est très bien. Ah, eh ben, ça m'a ça m'a rempli d'énergie. J'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, moi aussi, j'ai toujours des milliards de projets en même temps sur ma liste. Bah, c'est bien. Ça fait Mais du c'est bien de génial rencontrer d'avoir plein de projets. des personnes qui fonctionnent pareil. Tu m'avais mentionné dans la préparation de cette discussion, de cette conversation, que tu souhaitais offrir aux personnes qui nous écoutent un temps de méditation. Oui. Et une petite pratique. Donc voilà, j'ai envie de t'inviter. Eh bien, maintenant, je te laisse. Ok, ça marche. L'espace. Alors, c'est un petit exercice. On va peut-être pas prendre tout le temps que ça prend pour le faire, mais je vais vous expliquer comment le faire. Donc, c'est un petit exercice de respiration donc sur le pranayama. C'est un exercice de base que moi, j'utilise énormément, pratiquement à chaque moment de la journée. Dès que j'ai quelque chose à faire qui n'a rien à voir avec ce que je faisais le matin et que je dois changer un petit peu de casquette, mes différentes casquettes dans la journée. Et entre chaque casquette, je vais prendre ce petit temps de méditation qui consiste à prendre une inspiration sur 4 secondes, à retenir son souffle pendant 5 secondes et à souffler lentement par la bouche tout l'air qu'on a dans les poumons. Et il faut le répéter 5 fois. C'est vraiment un exercice qui permet de
relâcher un peu la pression, de se recentrer, vraiment garder les pieds au sol, c'est important. Soit en posture assise, on peut aussi le faire allongé. Je trouve que c'est mieux de le faire assise ou en tailleur sur le sol pour vraiment s'ancrer. Ouais, ça permet vraiment de quitter la tête et de retourner un C'est peu ça, dans c'est le corps et ça. dans la Et matière. c'est ça, je trouve que c'est, excuse-moi, j'ai un petit. Je trouve que c'est important de réapprendre à se connecter à soi, surtout quand on a une vie qui est aussi remplie et pleine de vie, parce que c'est pas évident non plus de devoir donner autant d'énergie en permanence. Il faut avoir ces petits moments de recentrage dans la journée et pour moi c'est vital. Et tu vois, ça prend, allez, 2 minutes, même pas, même pas. Et ça fait vraiment du bien. Ça permet vraiment de prendre conscience de soi, de ses muscles, de sa respiration, de revenir à quelque chose qui est essentiel et qui nous rattache à nous-mêmes, qui nous rattache à notre cœur, à notre ventre, qui sont les deux piliers pour moi très, très importants. Nos émotions et notre cœur. Et aligner la tête, le vider la tête, voilà. Tout est réaligné, ça y est, on peut repartir. Mm. Ouais, puis moi, ça a vraiment fait l'effet de me ramener en fait à moi, quoi. Mm. Je rentre les antennes, je rentre Ouais, c'est ça. C'est ça. et Ouais, ça fait vraiment un petit effet cocon. Tu te dis, ah là, ok, je suis bien avec moi-même, je me sens bien, je suis contente. Voilà. Ouais. C'est vraiment un petit exercice, je trouve que il est vraiment très puissant et je le fais dans chaque. En fait, comme je donne des cours, à chaque début de cours, c'est quelque chose que je propose aussi aux élèves. Alors, il n'y a pas tout le monde qui est réceptif à ce genre de pratique, mais la plupart du temps, oui. Voilà, en 3 ans, il y en a peut-être eu 2, allez, un par an qui était un peu genre machin, mais qui s'est pris, qui est rentré dans le jeu au bout d'un moment de toute façon. Parce que je pense que quand tu as autant d'énergie lumineuse et d'amour autour de toi, tu peux pas dire non, non, j'en veux pas. Ça paraît complètement illogique. Toute ta vie, tu cherches ça, là, on te donne gratuitement et tu prends pas. Si, si, tu prends. Voilà. merci, merci. Du coup, pour les personnes qui souhaiteraient te retrouver dans le monde Internet, où peuvent-elles te trouver? Je suis partout, donc je suis sur Facebook et Instagram principalement, donc à Julie-Anne Landrieux. Sur ma page Facebook Pro, c'est Julie-Anne Landrieux Pro. J'ai un site internet qui s'appelle lilysworkshops.com pour l'organisme de formation. On a aussi un site pour Prima Babies, donc primababies.com, où on peut me retrouver aussi dessus. Donc je suis vraiment très visible. Je suis aussi sur LinkedIn. Et prochainement, la chaîne sur YouTube qui sera mise en place fin du mois de septembre, début octobre, je pense. Voilà. Ah, super. Et juste, Prima Babies, c'est une asso qui œuvre que dans la Réunion ou c'est partout en France, partout sur la planète? Alors non, c'est une association réunionnaise qui a été créée du coup par des Réunionnais, enfin, par moi principalement. Et maintenant, j'ai plus de 20 bénévoles et partenaires à mon actif et pratiquement une trentaine de bénévoles à chacun des événements. On accompagne, je crois, environ 6 ou 7 familles là, de très près. Donc on est très présent, mais mon but, en fait, ce serait d'amener Prima Babies vers l'océan Indien. Et je pense que ma prochaine étape pour Prima Babies, ce sera les Comores. Donc voilà, les Comores et Mayotte. Parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est comorien et c'est aussi mon business partner, enfin un de mes business partners avec qui je travaille beaucoup et lui, ça lui tient vraiment à cœur de faire quelque chose pour son pays et moi, je ne me vois pas faire autrement que de l'aider. En fait, là-dedans, ça me parle, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, non, amener Prima Babies un petit peu partout sur l'océan Indien, à Madagascar aussi, à Rodrigue, à Maurice, donc vraiment partout dans l'océan Indien. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si tu sais, mais à La Réunion, on a quand même 8% des naissances qui sont des grands prématurés, contre 12, on a 12% de prématurité à La Réunion, contre 7% en métropole. Voilà. Ah oui, je ne Ouais. savais pas, c'est assez, Ouais, assez quand on le surprenant. dit comme ça fait quand même 12% des naissances. Donc,
voilà, sur une population qui n'est pas forcément très grande, ça fait beaucoup, beaucoup de bébés. Je crois qu'on a entre 100 et 153 naissances par mois à La Réunion, de préma ou grand préma. Et pas forcément avec des fins heureuses tout le temps, malheureusement. Et pour conclure, du coup, est-ce que tu aurais une phrase, une pépite de tout ce que tu viens de partager que tu voudrais donner à tous ceux Alors, qui écoutent? J'en aurai 2 éventuellement. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo il y a la semaine dernière et on m'a demandé de parler d'une pépite. Donc, en fait, j'en ai 2. Est-ce que tu connais l'histoire Est-ce que tu sais comment on cuit une grenouille? Tu sais comment on fait cuire une grenouille? Oui, ça fait bizarre dit comme ça, mais oui, il faut se rappeler que les Français, en France, ils mangent des grenouilles. Je sais pas, on la met. Enfin, moi, j'en mange pas, mais on la met dans Moi une non casserole plus. d'eau bouillante. Après, moi, je suis réunionnaise, nous, on mange pas des grenouilles ici. Non, des caries, des trucs comme ça, mais on mange pas de grenouilles. En fait, tu mets la grenouille dans de l'eau froide, parce que si tu la mets directement dans de l'eau chaude, elle va vouloir s'échapper. En fait, tu dois mettre la grenouille dans de l'eau froide et tu dois faire monter la température de l'eau. Comme ça, en fait, la grenouille ne sent pas qu'elle est en train de mourir. Et ça, pour moi, c'est une analogie à la zone de confort. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, voilà, tu meurs à petit feu si tu restes dans cette zone de confort qui ne te convient pas forcément. Et je trouve qu'elle a été inspirée par un de mes collaborateurs que j'aime beaucoup. Et j'avoue que c'est une histoire qui m'a marquée. Et je me suis dit, non, mais ça, c'est pas possible. Il faut que tout le monde la connaisse, cette histoire. Elle est incroyable. Parce qu'elle est impactante et elle est simple et elle est impactante. Elle est puissante. Et je me dis, voilà, c'est une bonne illustration de la zone de confort. Vraiment, vraiment. Et ma deuxième pépite, ce serait, je ne sais pas si tu connais le cri de guerre, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment le cri de guerre, ce serait plus le cri de paix des Palestiniens. Donc, c'est une phrase en anglais et la phrase est « Optimism is an act of resistance ». Donc, l'optimisme est un acte de résistance. Et je trouve, ça résume super bien ma vie. Voilà. Voilà. Si je peux dire, on m'appelle la rebelle, ce sera parce que j'ai été optimiste et heureuse, parce que franchement, j'ai vraiment aucune raison d'être malheureuse et de me dire que ma vie, elle est horrible. Et d'ailleurs, personne ne devrait se dire ça. Du moment, voilà. Et en tout cas, faire ce qu'on peut pour s'accomplir vraiment, s'entourer de personnes qu'il faut, qui vont nous amener vers le haut. Ah, Juliane, merci. Merci à toi, je suis super contente.